La thématique de ce mercredi, comment instaurer de bons rapports entre les parents et les enfants? C'est l'éternelle question familiale. Comment faire en sorte que ce soit l'osmose, ce soit vraiment l'homogénéité entre parents et enfants? Ça passe par quoi? Quels éléments? Autant de questions. Et puis on aura certainement la réponse avec Michel Laura, notre coach S mercredi, qui est là et qui va intervenir juste après ceci. Des bons rapports avec ma mère, oui, mais avec mon père, c'est un peu compliqué. Mon père, il a tendance à dire que je n'ai pas à faire des conneries dehors. Pourtant, ma mère me demande qu'est-ce que je suis allé faire dehors. Elle me demande qu'est-ce que je suis allé faire dehors, c'est-à-dire que quoi? Je suis allé faire quoi dehors? Pourtant, le père va me dire, soit je suis allé fumer, boire ou faire d'autres choses qui sont à l'encontre de l'être humain. Ange Olivier, étudiant, a des rapports difficiles avec son père. Jour après jour, le temps de qualité passé avec son père pour créer le lien de confiance a disparu. Il faut être en plus en complicité avec ton père qu'avec ta mère. Puis la mère comprend tout, mais le père, c'est pas pareil. Je me suis jamais assis avec lui pour parler, donc je ne peux pas savoir ce qu'il pense. La relation parent-enfant est le cœur de la cellule familiale. C'est l'un des tout premiers liens qui fixe la barre pour la suite. Préserver une relation harmonieuse au quotidien relève du défi pour beaucoup de parents. Favoriser la coopération entre le parent et l'enfant aide le futur adulte à se construire en vue plus tard de contribuer à l'édification d'une société équilibrée. La relation entre un parent et un enfant est l'une des plus importantes dans la vie d'une personne. L'amour, la confiance, le respect et la communication portée par les parents sur l'enfant dès son plus jeune âge sont des notions fondamentales qui favorisent les rapports entre les deux entités. Lorsque tu as de bons rapports avec tes enfants, d'abord l'enfant peut être brillant à l'école, l'enfant peut être ta fierté, surtout quand l'enfant te donne ce qu'on appelle l'obéissance, le respect. C'est ça notre avantage. La communication a une place cruciale dans le rapport qu'il peut avoir entre un enfant et son parent. S'il n'y a pas de communication, bien vrai que c'est le parent qui a mis l'enfant au monde, l'enfant peut considérer son parent comme une tierce personne. L'enfant est épanoui. Quand il y a un bon rapport, l'enfant est épanoui. Cela joue sur les résultats scolaires, sur l'éducation même et aussi sur la société. Des relations apaisées entre parents et enfants permettent à l'enfant d'avoir une bonne autonomie et une bonne estime personnelle qui le prépare à être mature, droit et honnête, donc utile à la société. Cependant, il est de plus en plus difficile de trouver du temps pour les enfants de nos jours. Avec l'envahissement des nouvelles technologies, la relation parent-enfant qui se construit au quotidien n'existe presque plus au sein des familles. Lorsque les enfants sont déjà confrontés par des parents, entre parenthèses, disons les marâtres, qui ont des caractères un peu difficiles, déjà ceci met des difficultés. La relation parent-enfant doit pouvoir s'adapter au fil du temps en tenant compte des étapes au temps. Les rapports varient dans le temps. Leur approche diffère de l'enfance à l'adolescence. Être parent, contrairement à ce qu'on croit, ça s'apprend. Et surtout, rappelons que dans la vie, on récolte toujours ce que l'on a semé. Et dans ce domaine, les fruits peuvent être très amers si l'on y prend garde. Sacerdoce carrément d'être parent, en tout cas pour toutes les personnes qui ont la chance de l'être. Et avec notre coach aujourd'hui, on va essayer d'avoir les bons ingrédients pour maintenir une cohésion entre nos bouts de chou et nous-mêmes. Bonjour coach. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Alors, première question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle concrètement rapport parent-enfant? C'est quoi? Eh bien, les rapports parents-enfants, c'est l'ensemble des interactions qui existent entre les adultes qui sont chargés d'encadrer, d'éduquer, de protéger, de s'occuper en fait des enfants qu'ils ont eus naturellement ou qui leur ont été confiés. Donc les rapports parents-enfants doivent être établis sur une bonne base dans laquelle les rôles sont bien définis. Si les rôles ne sont pas définis d'entrée de jeu, ça peut occasionner des dysfonctionnements. Donc le rôle des parents, c'est lequel? Les parents doivent prendre soin des enfants. Quand on dit prendre soin, c'est la santé, l'alimentation. Ils doivent aussi veiller à leur éducation. L'éducation, il y a l'instruction et l'encadrement comportemental. Les parents ont le devoir d'héberger leurs enfants. Un parent, parce qu'il est en colère, qui met son enfant à la porte, fait un manquement grave à son devoir de parent. Tout ça dans le but d'avoir un enfant
qui est épanoui et qui, au bout du compte, sera un plus pour la société et non un problème qu'on aura apporté à la société dans laquelle on a mis notre enfant au monde. En face des parents, nous avons les enfants. Les enfants, leur rôle est tout à fait simple. Ils doivent aux parents le respect et l'obéissance. C'est de bonnes moyennes. Ça fait partie de l'obéissance et du respect parce que quand on m'a indiqué des choses aux enfants, dans les consignes les plus fréquentes, il y a étudie tes leçons, travail. C'est la chose que les parents unanimement demandent aux enfants, ce sont des efforts à l'école pour les enfants qui sont scolarisés. Et pour les enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est toujours des efforts dans l'apprentissage de la vie. Donc les parents encadrent et encouragent les enfants à bien suivre cet apprentissage-là dans le but d'en faire demain des citoyens matures, droits et honnêtes qui seront un plus pour la société et non un problème comme je l'ai dit tantôt. Alors, docteur, on a parlé là d'instaurer de bons rapports entre parents et enfants. Quel devrait être le ton à utiliser lors des échanges, notamment? Contrairement à ce que l'on pense, le fait d'être parent ne vous autorise pas à manquer de respect aux enfants. Donc, la première chose, c'est que quand le parent demande à l'enfant du respect, le parent aussi doit donner du respect, démontrer du respect à l'enfant. Donc, la façon de parler, on entend souvent les parents dire, à notre époque, nos parents nous frappaient, donc on n'est pas mort, ça ne fait rien. Si, quand on les interroge plus en profondeur, il y a des traumatismes liés au mauvais traitement, au manque du respect, au fait de ne pas prendre en compte la dignité de l'enfant. Ça a un impact sur l'adulte qui sera demain. Parce que tout est fonction des rapports, de la qualité des rapports entre les enfants et leurs parents. Si les rapports sont difficiles, cela va compliquer la croissance de l'enfant, la croissance psychologique, émotionnelle, et ça va faire un boulet dans la construction de l'individu lui-même. Alors que si les relations sont conviviales, c'est les relations apaisées, l'enfant sera un enfant, une personne qui aura une auto-estime, une bonne auto-estime et une bonne perception même de sa personne. Il n'aura pas de complexe pour se dire « est-ce que je suis assez bien pour me mettre devant les autres, parler devant les autres, agir, interagir avec les autres ?» Alors que l'enfant qui est brimé, qui est maltraité ou dont les avis ne sont pas pris en compte, il va manquer d'auto-estime et ce manque de confiance en soi va le suivre à l'école et plus tard dans la socialisation avec ses collègues. Quand on regarde ça comme ça, finalement, le métier de parent, le rôle de parent, c'est un métier. C'est un véritable métier. Ça s'apprend. Plus qu'un métier, c'est un sacerdoce parce que ça s'apprend dans la douleur pour les enfants et pour les parents aussi. Et je voulais terminer en disant que ça s'apprend en amont et en aval. Ça s'apprend soi-même avec ce qu'on a reçu de notre enfance et ce qu'on doit donner à nos enfants. On est à un moment carrefour, un moment comme ça où c'est délicat. Et c'est là l'art d'être parent, en fait. En fait, on pense que comme nous-mêmes, on a été des enfants, on sera forcément des parents de la façon la plus naturelle. Or, il n'en est rien. Pas du tout. Il n'en est rien parce que je vais assimiler le fait, notre enfance, par exemple, les informations liées à la parentalité que nous avons collectées pendant notre enfance. C'est comme si on faisait un stage théorique. Et maintenant, quand nous avons nos propres enfants, on passe à la phase pratique. Nos enfants n'ont pas la même personnalité que nous. Ils n'ont même pas le même environnement que nous. J'ai rarement vu des gens, en dehors des familles très riches ou très pauvres, j'ai rarement vu des gens qui ont eu le même cadre familial que leurs enfants. Donc, déjà, le cadre change, les époques changent, les relations sociales changent. Tout à l'heure, je parlais hors antenne avec le coach Yoman. On parlait de l'incivilité croissante dans les échanges sur les réseaux sociaux. Tout ça est dû à des évolutions dans la société. Ça, c'est clair. Nous avons connu une période de crise. Oui, les gens sont enclins maintenant à une facilité d'injurier. Nous avons connu des grosses crises, oui. Et dans cette crise-là, les traumatismes n'ont pas forcément été identifiés ni pris en compte. Ça fait que l'agressivité verbale, l'agressivité même physique, va crescendo en Côte d'Ivoire. Donc un enfant qui est soumis à tout ça, il faut que le parent puisse le recadrer efficacement parce que l'enfant est en danger, la société aussi.
Petit récapitulatif de choses qui vraiment ne sont plus, qui ont beaucoup changé. Il y a une certaine époque où on disait bonjour, s'il te plaît, on ne regardait pas les personnes âgées dans les yeux, ou systématiquement quand on est assis, qu'on voit une personne qui est plus âgée, on se lève de façon instinctive. Mais quand on finit de manger, machinalement, même quand on est au resto, on a envie de se débarrasser et puis on se rappelle qu'on est au resto. Mais tout ça, ça a disparu maintenant. Mais ça a disparu dans le bus ou dans les transports en commun. Il y a même des parents qui disent « j'ai payé la place de mon enfant, donc il n'a pas de raison de se lever ». Donc déjà, l'incivilité commence par le comportement des parents. Si le parent dit « comme j'ai payé le billet de mon enfant, alors il ne cède pas sa place », le parent occulte le volet civique qu'il doit inculquer à l'enfant. Ce n'est pas parce que j'ai payé mon billet ou mon ticket de bus que je ne vais pas tenir compte du fait que la personne âgée ou la femme enceinte en face de moi a plus besoin de la place que moi. Donc il y a ces éléments-là. Donc le parent doit être aussi un modèle pour l'enfant. On ne peut pas imposer un bon comportement à l'enfant et ne pas adopter soi-même un bon comportement. Il y a des gens qui disent « fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais ». Malheureusement, ce n'est pas la bonne façon d'éduquer nos enfants parce qu'on les éduque aussi par l'exemple pratique. Alors, docteur, là, on parlait à l'instant avec Marco du carrefour des acquis qu'on a eu avec nos parents parce qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est une nouvelle forme une nouvelle génération de parents. Comment faire le tri dans ce qu'on a reçu et dans ce qu'on va transmettre? Déjà, maintenant, les parents ont des enfants beaucoup plus tard parce que des gens font des études, ils ont un projet de carrière. Alors qu'avant, on n'allait pas aussi loin dans les études, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, comment faire le tri? Déjà, il faut se fixer des objectifs. Le premier objectif, c'est de faire de mon enfant un individu épanoui, un individu qui apporte quelque chose partout là où il va et un individu qui collabore, qui participe au développement du pays ou de la nation dans laquelle il va évoluer. Donc, quand on a déjà cet objectif-là, le chemin est tout tracé. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui ne travaille pas bien, qui n'est pas bien éduqué, qui ne connaît pas « s'il te plaît, merci ». Maintenant, vous voyez des enfants en classe, au collège et même à l'université, lorsqu'ils veulent demander quelque chose, « Joe, donne-moi chose là. » Ou alors, avec une petite injure, sous prétexte que c'est de la familiarité affectueuse. Non. L'incivilité est aussi dans le choix des mots. Ce n'est pas seulement dans le contexte, mais dans le choix des mots. Même si ce sont des échanges affectueux, on peut remplacer les mots injurieux par des mots d'affection ou par des mots courtois. Laura, moi je vais vous poser une question mais qui me fend le cœur. Est-ce qu'en 2019, ça ne fait pas mal d'être parent avec les tontines sexuelles des enfants, les partous dans les écoles, l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux et leur corollaire d'impolitesse parfois. Je me dis, il vaut mieux être parent en 1970 que parent en 2019. Malheureusement, ce constat est juste. Comment rattraper? Eh bien, c'est une question de temps. Dans l'élément, la dame qui commentait la voix off a dit que nous passons de moins en moins de temps avec nos enfants parce que même à table ou même en regardant la télé ou en étant assis ensemble au salon, vous allez voir que chacun est sur son écran de téléphone ou de tablette. Donc, les réseaux sociaux sont venus compliquer la communication dans les familles. Donc, il faut s'imposer des règles. Qui sont mis sur nous, les nouveaux parents, ça ne nous facilite pas la tâche. Oui, avant, il n'y avait pas cette concurrence-là. C'était la télé à 20h, papa, maman, tout le monde devant la télé. Il n'y avait même pas de télécommande. Pour dire que, voilà, on devait faire un mouvement. Donc, aujourd'hui, même la télécommande doit être marchandée aux enfants. Donc, il faut que chacun puisse trouver sa place dans la famille. Il ne faut pas faire de nos enfants des enfants rois, mais il ne faut pas non plus que nous soyons des parents dictateurs. Donc, dans tout ce que nous avons dit, dans le rôle, les devoirs des uns et des autres, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux boussoles ici, dans les bonnes relations parents-enfants, doivent être la confiance et l'amour. Un adolescent disait dans l'élément que son papa ne lui fait pas confiance. Et le fait que vous ne fassiez pas confiance à vos enfants, ça les blesse énormément. Donc, il faut donner la confiance à l'enfant. Lorsqu'il trahit votre confiance, il ne faut pas la lui retirer. Il faut lui dire, je te donne une deuxième chance de mériter ma confiance. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit le comportement ou le tempérament de l'enfant, l'avis de ses parents sur lui est très important pour son auto-estime. Quand vos parents ont une bonne image de vous, ça vous donne la force d'aller loin et d'aller partout.
Alors que quand vos parents ont une mauvaise image de vous, vous êtes démotivé, vous n'avez pas envie d'aller à l'école ou de bien travailler ou de faire des efforts pour vous améliorer parce que vous vous dites, de toutes les façons, les personnes que j'aime, les personnes qui sont dans ma sphère affective ne me font pas confiance ou ne me jugent pas capable d'eux. Donc vous êtes un miroir et un booster pour vos enfants. Il faut leur donner de la confiance et de l'amour et surtout, beaucoup communiquer sur un ton apaisé. Et coach, comment faire le bon dosage, hein? Parce que j'ai une petite histoire, par exemple, à un père qui dit à son petit garçon de 4 ans qui n'est pas tout le temps là, c'est toi le chef ici, c'est toi le chef de la maison, tu es le seul garçon. Et quand il revient, il se retrouve à table, par exemple, et l'enfant dit « je veux ça ». Et on lui dit « c'est pas toi qui décide ». Il dit « mais vous m'avez dit que c'est moi le chef ». Oui, justement, il ne faut pas faire de l'enfant... D'ailleurs, dans les écoles, souvent, je fais des conférences sur l'autorité infantile. Les parents veulent tellement mettre leur enfant à l'aise qu'ils en font de petits chefs et ces petits chefs-là vont grandir avec le refus de la contradiction, avec le refus du partage, avec le refus qu'une autre idée que la leur soit appliquée. Donc, ce sont des paroles qui sont assez graves parce que dire à un enfant « tu es le chef quand je ne suis pas là », ça veut dire qu'en l'absence du parent qui l'a dit, il n'y a aucune autre autorité. Alors que l'autorité doit être hiérarchisée dans la famille. Le papa, la maman, et puis ensuite viennent les oncles, tantes ou les personnes qui vous gardent et les grands frères et les grandes sœurs. Donc l'autorité doit être déléguée à la bonne personne. Il y a un organigramme dans la famille. Dans la famille, les deux parents font tandem pour piloter la famille. Donc quand l'un des parents n'est pas là, il faut que le parent absent en partant explique clairement aux enfants que je ne suis pas là, mais il y a toujours une autorité, celle de votre mère ou celle de votre père. Parce que les parents pensent que si les enfants, par exemple, surtout les mamans, quand le papa est trop dur avec leur enfant, elles passent par derrière pour permettre ce que le papa ne permet pas. Et là, il y a une faille, parce que les parents ne parlent pas d'une même voix. Et l'enfant profite de cette division-là pour grappiller à gauche et à droite. Et il va être déséquilibré parce qu'il va tellement manipuler les parents qu'au finish, personne ne connaîtra vraiment son enfant. Et souvent, c'est à l'adolescence qu'on découvre les dégâts de cette technique. Donc, il faut que les parents parlent d'une seule et même voix, même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent régler leurs différends à l'insu des enfants, mais qu'au résultat, ils parlent d'une seule et même voix. Ça renforce les chances de réussir une bonne collaboration avec les enfants. Et puis il y a aussi ce souci-là, vous avez parlé de dégâts, il y a ce volet psychologique-là où le parent, de façon volontaire ou non, impose sa vie à l'enfant par rapport à ses relations. Ça peut être la mère qui veut à tout prix que, ayant raté par exemple sa vie sentimentale, impose ça sans le savoir à sa fille, dans ses choix d'amis. Ou bien ça peut être le père qui veut absolument que son fils soit médecin, ou bien soit dans la jet set, ou bien bon, on ne fréquente pas tel. C'est ça, c'est... Oui. Alors, il y a des parents qui veulent faire vivre leur vie ratée, comme vous dites, ou leur rêve de vie à leurs enfants. Ou leur utopie. Hein. Voilà, leur utopie à leurs enfants. Mais les enfants aussi, ils ont leurs propres rêves. Voilà. Donc déjà, en éduquant l'enfant, en discutant avec l'enfant, on peut savoir ses goûts. Qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui plaît. Et lorsque ces goûts-là sont différents de ceux dont nous avons rêvé, moi, par exemple, je suis allée jusqu'au doctorat pour la simple et bonne raison que ma mère rêvait d'avoir un enfant qu'on appelle docteur. Et c'est pour ça que j'ai le prénom Michel, parce que je suis la 3e fille de la fratrie et on attendait un garçon. Donc quand j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi je m'appelle Michel, elle a dit parce que j'attendais un garçon. Mais pourquoi tu attendais un garçon? Parce que je rêvais d'avoir un garçon qu'on appellerait docteur. Je lui ai dit, tiens, je te donne le doctorat. Et je le lui ai rappelé le jour de ma soutenance. Donc je veux dire, on a des rêves qu'on impose aux enfants. Il se peut que l'enfant aille dans le sens que le parent a rêvé, ça c'est bien. Mais lorsque l'enfant va dans le sens opposé, il ne faut pas faire barrière. Au contraire, il faut l'accompagner parce que l'enfant, quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, il a besoin de l'accompagnement et du soutien de ses parents. Ses parents sont les premières personnes avec lesquelles il est en contact dans sa vie terrestre. Donc même si l'enfant montre un semblant de mépris ou de désintérêt par rapport aux enfants, c'est parce que, quelque part, il veut jauger l'importance qu'il a aux yeux de ses parents. Donc chaque parent doit montrer à ses enfants que ces enfants-là ont du prix à leurs yeux. Et quand l'enfant même fait un écart, lorsque vous lui rappelez constamment qu'il a du prix à vos yeux, il est obligé de se ressaisir parce que ce sont des êtres dotés de sentiments. Nos enfants ne sont pas insensibles. Ils ont des sentiments pour nous
et ils ont des sentiments aussi pour tout le monde. Donc, passer par la voie affective pour recadrer lorsque la communication devient difficile. C'est vrai qu'on se dit non, l'enfant ne va pas me commander, l'enfant ne peut pas diriger, il n'est pas plus intelligent que moi ou plus sage, mais il faut avoir beaucoup d'humilité pour être un bon parent, parce que si on n'a pas d'humilité, on monte sur ses ergots et on peut perdre la face devant nos enfants parce qu'ils peuvent complètement dévier. Il y a ce qu'on appelle les enfants parasites, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, vous avez une éducation aux enfants. Il y a un ou des enfants qui viennent passer les vacances et qui dénaturent complètement, involontairement sont des enfants, il ne faut pas leur vouloir. Mais qui dénaturent ce qui est placé. Parce que lui, vous avez l'habitude de dire à vos enfants, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Lui, il vient d'une autre culture, peut-être. Mais ces enfants que vous appelez parasites, justement, ce sont des leaders nés. Non, entre guillemets, je m'excuse par rapport s'ils au arrivent à bout de influencer le comportement de vos enfants, oui, s'ils arrivent à influencer le comportement de vos enfants, c'est qu'ils ont de la bonne graine en eux. Ce qui est interdit chez vous, c'est ce qui est permis chez lui. Oui, c'est ce qui est permis chez lui, mais s'ils arrivent quand même à influencer vos enfants, ça veut dire qu'ils ont une graine de leader en eux. Donc, ils ont juste besoin d'être canalisés parce qu'il y a des enfants qui sont des suiveurs, il y a des enfants qui sont des meneurs. Donc, un enfant qui fait tout de travers et qui arrive chez vous et qui arrive à influencer vos enfants, il a une graine de leader qu'il faut cultiver. Donc, il faut juste le recadrer et montrer à vos enfants que cette personne-là, elle a un leadership qui est intéressant, mais qui manque juste de canalisation. Il ne faut pas les rejeter. Ça fait partie de la vie. Des personnes parasites, on en trouve partout, y compris dans le milieu professionnel. Oui. Donc, si l'enfant n'est pas préparé... Laura, c'est pas si facile que ça. Si l'enfant n'est pas préparé... Vous-même que je connais, connaissant votre... Je vous connais, donc je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce que oui, il y a des choses... Il va passer un mois avec vos enfants. Ça se négocie. S'il passe un mois avec les enfants, à ce moment-là, vous serez dans un rush de stress. Quand il repart, le langage de votre enfant a changé. Papa, tu dis quoi? Oui, oui. Ce qui se passe, il ne faut pas faciliter, il ne faut pas prendre le chemin de la facilité en disant je ne le reçois plus. Parce que l'enfant aussi doit retourner chez ses parents avec de bonnes choses. Pour que cet enfant-là, les parents vous disent « Ah, Monsieur Govoy, vous avez vraiment changé mon enfant. Il est devenu mieux qu'il était avant. » Donc, c'est une contagion. Des enfants qui sont des cas spéciaux. Oui, mais il faut que cet enfant cas spécial-là, vous puissiez aussi l'impacter positivement parce qu'il y a des enfants qui n'ont besoin que d'être encadrés. Oui, donc les enfants récalcitrants, comme vous le dites, quand ils reviennent chez eux métamorphosés, les parents vous appellent pour demander qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant. Je me souviens quand j'étais plus jeune, une petite fille qui triait la nourriture, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Je ne mange pas si, je ne mange pas ça. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ci. Et cette petite fille détestait les petits pois. Et elle m'adorait, donc je lui ai dit, viens passer quelques jours chez moi. Alors dès que nous sommes arrivés, elle avait 7 ans, je lui ai dit, écoute, chez moi, la règle, c'est qu'avant de mettre quoi que ce soit dans la bouche, on doit prendre des petits pois. Du coup, j'étais obligée d'en manger à chaque repas, même le goûter, des petits pois. Donc la petite fille, le premier jour, elle a préféré dormir sans manger parce qu'elle voulait faire un bras de fer. Mais le lendemain matin, au petit déjeuner, elle s'est réveillée, elle me dit, Tata, je fais la table du petit déjeuner, on commence par les petits pois. Ça veut dire que la leçon est bien rentrée. Donc, les enfants ont besoin de fermeté. Si vous n'êtes pas ferme dans vos décisions, lorsque vous annoncez une punition, même si ça vous fait mal de l'appliquer, il faut l'appliquer, sinon vous perdez votre crédibilité. Donc, les enfants ont besoin de fermeté. Quitte à alléger la punition, mais une punition qui est annoncée doit être appliquée. Tout comme une récompense qui est annoncée doit être donnée. Voilà. Sinon, vous perdez votre crédibilité. Voilà. Et c'est justement la faille par laquelle les enfants passent pour ne pas obéir à leurs parents, pour dire il ne fait jamais ce qu'il dit et on est toujours déçu avec lui. Donc, cette déception-là peut éloigner vos enfants de vous. Donc, tenez vos promesses devant vos enfants. En tout cas, c'est une belle conclusion, oui. On ne va pas en rajouter plus. Hein. Et puis, souhaiter à tous les parents d'être heureux avec leurs enfants. Et puis, les enfants aussi de toujours respecter leurs parents. On a été heureux d'être en votre compagnie. On se revoit demain jeudi.